Vous vous êtes déjà demandé comment un père de famille en venait à assassiner toute sa famille avant de se suicider? Le pire, c'est que les voisins disaient tous la même chose. C'était un type normal. La peur de sombrer dans la folie peut en effrayer plus d'un. Et on se demande tous comment savoir si on est fou, voire même comment savoir si on peut devenir fou. Quand on est petit, la folie, ça nous connaît. On peut être confronté à de la démence, à la schizophrénie, à la psychopathie, la sociopathie et j'en passe. Mais est-ce vraiment de la folie? Est-ce que la psychose égale folie et la névrose égale normalité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo puisque je vais vous expliquer la différence entre névrose et psychose. Et si vous êtes étudiant en psycho, justement, eh ben, je peux vous dire que cette vidéo va vachement vous aider. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et mettez-moi un petit pouce pour m'encourager. Avant toute chose, il faut savoir qu'aucune structure de personnalité n'est plus pathologique qu'une autre. Elles sont toutes au même niveau et c'est lorsqu'une personne décompense qu'elle entre dans la version pathologique de sa structure psychique. Donc, je vais casser tout de suite un mythe d'entrée de jeu, les fous ne sont pas que du côté de la psychose. Voilà, comme ça, c'est dit. Si je reprends l'exemple du père de famille qui a assassiné toute sa famille, il y a fort à parier qu'il se trouve du côté de la névrose et après avoir pris conscience de son acte, eh bien il se suicide en ne supportant pas le poids de la culpabilité qu'il ressent. Alors c'est un exemple, hein, c'est pas toujours le cas. Hein. Donc non, tous les tueurs ne sont pas schizophrènes ou psychopathes. Mais ça veut dire quoi décompenser ? Et comment on en vient justement à décompenser du coup? Reprenons un petit peu la base. Lorsqu'on vient au monde, notre structure de personnalité n'est pas encore définie. Elle se construit avec le temps et plus particulièrement dans les premières années de vie d'un enfant. Il y a notamment plusieurs facteurs qui vont avoir un rôle à jouer dans la formation de notre psychisme, comme le mode de relation avec les parents, les frustrations, les conflits, les traumatismes, mais aussi les mécanismes de défense mis en place par le moi. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où je vous explique en détail la première topique de Freud, je vous invite vraiment vivement à la regarder, je vous la mets juste là-haut. Bergeret, lui, il compare la structure de personnalité à un cristal parce qu'on peut voir en transparence en fait les lignes d'un cristal. Elles représentent donc ces lignes, les clivages, si on peut dire, prédéfinis d'une structure de personnalité, névrose ou psychose. Ça veut donc dire qu'on peut presque prédire les conséquences si le cristal se brise, grosso modo. Tant que le cristal est entier, tout va bien, mais si on le fait tomber et qu'il se brise, c'est la décompensation. Tout ça, ça se construit dans l'enfance, dès les premières années de vie. Mais pour Bergeret, on ne peut pas changer de structure de personnalité au cours de notre vie. Et si un jour la réalité devient trop difficile à gérer à cause de traumatisme par exemple, le risque, c'est la décompensation. C'est l'idée du cristal qui se brise en 1000 morceaux. Une personne névrotique qui décompense ne pourra pas se retrouver avec une angoisse de morcellement comme première angoisse par exemple, parce que en fait ça fait pas partie de sa structure psychique. D'où l'image justement du cristal avec ses failles intérieures. Lorsque ce cristal il se brise, il se brise en fonction des failles, en les suivant. Vous voyez l'idée? Le cristal qui se brise, c'est donc la décompensation, c'est-à-dire que c'est une rupture avec la réalité, c'est un véritable moment de crise. Le patient, il n'arrive plus à faire face à la réalité. C'est trop. Ce qui fait qu'une personne décompense, quelle que soit sa structure de personnalité, c'est que ses mécanismes de défense ne sont pas assez efficaces par rapport à la nature des angoisses qu'elle est en train de rencontrer. Autrement dit, le conflit interne est plus fort que les ressources disponibles. Waouh! C'est vachement complexe quand même. Mais alors c'est quoi la différence entre névrose et psychose? Il y a 3 grandes structures de personnalité, la névrose, la psychose et les états limites selon Bergeret, et pour Freud c'est la perversion. Dans cette vidéo, moi je vais plutôt m'axer sur l'approche de Bergeret. Pour déterminer la structure de personnalité d'un patient par exemple, il y a 5 critères à prendre en compte. L'instance dominante, la nature du conflit, les mécanismes de défense, la nature de l'angoisse et le mode de relation d'objet. La névrose serait donc dominée par l'instance du surmoi, qui représente donc l'autorité interne, qui vient juger et exercer une pression morale sur nous. C'est le fameux gendarme dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur la première topique de Freud. C'est le siège de la conscience qui est très lié à l'éducation et où le sentiment de culpabilité est très présent. Dans une structure névrotique, il y a un conflit entre le ça, qui est le siège des pulsions, et le surmoi, le fameux gendarme. Ça veut dire qu'il sera pris entre ces pulsions et la morale les interdit. C'est un peu comme lors d'une prise de décision. On va être pris entre le cœur et la raison par exemple. C'est un peu comme si on avait un ange et un diable sur chacune de nos épaules quoi. C'est l'idée. Mais surtout, on reste en contact avec la réalité. Dans la névrose, on va retrouver des mécanismes de défense qui tiennent compte de la réalité comparée à une structure psychotique par exemple, puisqu'on a le fameux refoulement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si une vidéo sur le refoulement vous intéresse. La nature de l'angoisse dans une structure psychotique, c'est la castration. Alors
Alors attention, hein, on parle pas de castration dans le sens sexuel du terme, mais plutôt du côté de la punition. Autrement dit, on va être pris entre ses désirs et l'interdit. Et on va avoir peur des sanctions, d'être puni, comme si un petit peu on pouvait commettre une faute. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une structure névrotique, on parle d'organisation oedipienne ou génitale. C'est-à-dire que quand on est enfant, on va traverser ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Ce qui signifie qu'on va renoncer à notre premier objet d'amour, qui est souvent représenté par la mère, grâce à la présence d'un tiers, la figure paternelle en général. Alors que dans une structure psychotique, on retrouve une organisation prégénitale, c'est-à-dire avant l'Oedipe. Et pour ça, je vous renvoie aux écrits de Rakamieh qui sont vraiment top. C'est donc pour ça que dans les structures psychotiques, on retrouve souvent un lien très fusionnel avec la mère, parce que l'enfant n'a pas pu traverser le complexe d'Oedipe comme dans la structure névrotique. Il n'a pas appris en fait à se différencier de l'autre, et donc les limites entre lui et le monde ne sont pas délimitées. Ce qui va donc distinguer les structures de personnalité, c'est avant tout le mode de relation d'objet, puisque dans la névrose, on est dans une relation d'objet totale, là où dans la structure psychotique, on est dans une relation d'objet partielle, d'où la relation fusionnelle. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Eh bien, que dans la structure névrotique, on se sent entier, complet, alors que dans la structure psychotique, eh bien, on n'arrive pas à exister sans le premier objet d'amour. Et pour finir, dans la structure névrotique, on parle d'un mode de relation d'objet objectal, c'est-à-dire qu'on considère les autres comme étant des personnes à part entière. Normal, non? Normal dans la névrose, mais pas dans la psychose, parce qu'il n'y a pas de limite corporelle entre soi et le monde extérieur. Ça veut dire qu'une personne psychotique ne fait pas la différence entre lui et les autres, grosso modo. Il manque cruellement de contenance, on parle donc d'absence d'enveloppe psychique, et pour ça je vous renvoie aux ouvrages de Didier Anzieux qui expliquent très bien le concept de moi-peau et d'enveloppe psychique. Mais attention, c'est pas pour tous les psychotiques. Il y a plus ou moins d'intensité et de spécificité. Là je fais vraiment une généralité, mais vous voyez quand même assez bien qu'en psychologie, ça reste du cas par cas, même s'il y a des tendances. À la différence de la névrose, l'instance psychique dominante dans la structure psychotique est le ça, c'est-à-dire le réservoir des pulsions. Et donc, la nature du conflit, vous l'aurez compris, se porte entre le ça et la réalité. Les mécanismes de défense utilisés par les psychotiques sont donc principalement le clivage et le déni qui rejettent donc la réalité. Alors que dans la structure névrotique, on retrouve plutôt le refoulement, c'est-à-dire que les représentations qui posent problème vont être refoulées pour mieux supporter la réalité. Et ça, c'est vraiment important quand vous rencontrez un patient par exemple et que vous observez des mécanismes de défense qui rejettent la réalité, c'est qu'il est fort probable que votre patient ait une structure de personnalité psychotique. Ou alors une structure névrotique utilisant des mécanismes de défense psychotiques, et oui, ça aussi, ça arrive, mais là, c'est plus complexe. Attends, tu m'as perdu là. En gros, je peux être névrotique et utiliser des défenses psychotiques sans être psychotique pour autant ? Exactement. Ah, la psycho, c'est quand même bien plus complexe que ça en a l'air, hein. Pour repérer une vraie structure psychotique et non un mécanisme de défense d'une structure névrotique, c'est que dans la psychose, on retrouve une angoisse de morcellement, de mort et de destruction. Étant donné qu'il n'y a pas de limite corporelle dans la psychose, la plus grande angoisse est celle du morcellement. Alors que dans la structure névrotique, tu peux retrouver des mécanismes de défense psychotiques ou même avoir une angoisse de morcellement par exemple, mais elle ne sera jamais première parce que la première dans la névrose, c'est l'angoisse de castration. Et ça paraît logique, puisque dans la névrose, on se sent entier, complet. Donc on a peur, on nous enlève quelque chose, alors que dans la psychose, les limites corporelles sont tellement floues que l'angoisse sous-jacente est celle du morcellement, c'est-à-dire d'être éclaté en 1000 morceaux, grosso modo. Mais alors, comment on devient fou en fait ? Je pense qu'il est important de ne pas stigmatiser ni rentrer dans des clichés. Être fou, c'est pas être psychotique, qu'on soit bien d'accord. En revanche, ce que l'on va qualifier de folie dans le langage de tous les jours, si vous voulez, c'est plus ce qui est lié à la démence ou au moment de la décompensation par exemple. Comme dans mon exemple du père qui tue toute sa famille, ou encore un épisode maniaque, ou encore paranoïaque. Bref, c'est large. On ne parlera donc jamais de folie, mais bien de versant pathologique d'une structure de personnalité. Et on va parler de pathologique lorsqu'il y a souffrance et quand la personne est un danger pour elle-même et ou pour les autres. Mais gardez bien à l'esprit qu'il n'y a pas de frontières définies. On serait plus sur un continuum, on va dire, entre normal et pathologique. Et si on décompense, c'est foutu alors ? Non, absolument pas, et heureusement. On peut tout à fait revenir à un état normal en sortant de l'état pathologique. Ça nécessitera un suivi psychothérapeutique et souvent psychiatrique, mais rien n'est figé. En revanche, on ne peut pas changer
changer de structure psychique, puisqu'elle se met en place, vous l'avez compris, dans l'enfance et se consolide dans l'adolescence, mais on ne peut pas passer de la psychose à la névrose ou inversement à l'âge adulte, par exemple. Mais en réalité, ça n'a pas d'importance, les deux types de structures sont juste différentes. On peut très bien vivre en étant dans une structure névrotique, c'est le cas de la grande majorité des gens, comme on peut bien vivre en fait en ayant une structure psychotique. La différence, c'est qu'il est probable qu'une structure psychotique nécessite un traitement médicamenteux plus lourd et souvent sur de très longues périodes, voire sur toute une vie, notamment lorsque ça bascule du côté pathologique. Et on retrouve quel genre de pathologie dans la névrose et la psychose? Dans la névrose, on va souvent retrouver des crises d'angoisse, des phobies, des tocs, etc. par exemple. Alors que dans la psychose, eh bien, on va plutôt retrouver la schizophrénie, la paranoïa, des troubles bipolaires, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux distinguer la différence entre névrose et psychose. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, alors mettez-moi le mot TOC en commentaire. Si la vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral et retrouver évidemment toutes nos formations en psychologie dans la plateforme WeSchool. Tous les liens sont en barre de description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.